Alors déjà, bienvenue à tous. Donc là, on est sur notre webinaire consacré aux environnements d'apprentissage. On a trouvé que c'était un sujet important et trop peu souvent abordé quand il est question de pédagogie et notamment aussi de multimodalité. Alors avant de laisser la parole à Frédéric Haeu, je rappelle les petites règles d'usage. Donc on a coupé vos micros, vos caméras pour faciliter le visionnage en replay, hein, qui nous est très souvent demandé. La séquence est enregistrée, du coup, bien sûr. Et on est sur une séquence d'une heure avec 45 minutes consacrées à l'intervention de Frédéric. Et puis, on se laisse 10-15 minutes à la fin pour qu'il puisse répondre à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat, à poser vos questions et je les reprendrai pour pouvoir interroger Frédéric. Frédéric, je vous laisse vous présenter et puis nous apporter votre regard sur le sujet. Ok, bah écoutez, merci tout d'abord donc de l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous ce matin et puis de pouvoir échanger sur cette question des environnements. Donc, moi, je suis Frédéric Haeuve, je suis formateur consultant indépendant et j'ai toujours travaillé dans le monde de la formation, différents postes et niveaux de responsabilité. Et je m'intéresse essentiellement à la question de la multimodalité, de la digitalisation, enfin bref, tout ce qui touche au numérique. Et je suis particulièrement intéressé d'évoquer avec vous, d'échanger en tout cas de mes points de réflexion et d'expérience sur la question des environnements. Donc, je vais à la fois présenter les environnements physiques d'apprentissage et puis ensuite les apprentissages, les environnements virtuels. Avant ça, donc, je voudrais faire un petit point historique. Donc, je trouve que parfois on manque singulièrement de recul et de regard sur le passé dans nos métiers. Donc, je suggère donc de prendre ce premier point historique sur la question des environnements, si vous le voulez bien, en rappelant que voilà, la forme finalement que l'on connaît tous aujourd'hui en formation initiale ou en formation continue autour des environnements n'est pas la forme la plus ancienne que l'on connaisse, puisque finalement, avant même la forme scolaire, on avait donc cette logique un peu d'enseignement mutuel. Donc les images ici montrent un peu comment se passaient les cours au XVIIe siècle, donc avec la logique d'un enseignant et puis de relais dans la classe qui venaient aider les plus en difficulté et puis relayer la parole du prof. Cette forme-là est un peu disparue, elle revient aujourd'hui. Alors, on parle de pédagogie, donc, qui est un terme un peu récent, qui montre la logique un peu de l'apprentissage mutuel. Effectivement, oui, je trouve effectivement on manque un peu de recul, puisqu'on pourrait aussi aller revisiter, quand on parle de pédagogie, la question de l'enseignement mutuel du XVIIe siècle. On est arrivé ensuite donc avec l'école de Jules Ferry, donc sur cette forme un peu qu'on a tous connue, donc les petites photos ici de classe qui montrent bien le côté un peu studieux qu'on devait avoir là sur la photo en haut de l'écran, c'est moi sur la première table là, à l'époque où j'avais encore des cheveux. Et donc on a tous connu ça, et donc cette forme un peu magistrale, donc d'enseignement un peu descendant de la parole du maître, qui venait donc nous donner le savoir que nous devions ingurgiter de manière très calme et très silencieuse. Et puis ça nous a suivis, même y compris à l'université, puisque les amphithéâtres étaient construits de cette manière-là. Donc là, on avait une parole qui n'était pas descendante, mais c'était un peu la même logique, donc de la centration sur l'enseignant qui va donc délivrer son savoir. Donc cette forme-là, elle a été très prégnante en formation initiale. Il a fallu attendre les pédagogues un peu modernes, donc début du XXe, pour s'affranchir un peu de ces formes-là. Donc deux, trois pédagogues un peu qui ont marqué l'histoire et qui aujourd'hui encore sont très présents dans nos réflexions. Donc évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Maria Montessori, donc avec les maisons des enfants, qui étaient donc des maisons où, voilà, comme vous le voyez sur la photo d'époque, étaient
plutôt des environnements beaucoup plus flexibles que la forme que j'ai présentée précédemment, donc de la salle de classe. Donc là, on s'affranchit un petit peu des tables, des chaises pour aller apprendre dans des environnements plus flexibles. Donc Montessori a beaucoup marqué et je trouve qu'on devrait là encore aller voir ce que peut nous apprendre Montessori et qu'est-ce que l'on peut en faire aujourd'hui de vivant en formation continue, ce qui n'a pas été fait, à mon avis, suffisamment. Après, bien sûr, bon, je ne vais pas tous les passer en revue, hein, vous les connaissez sans doute aussi bien que moi, mais on va retrouver Célestin Freinet, donc avec les ateliers d'imprimerie, les salles un peu organisées différemment, et puis De Crolly, qui est un pédagogue peut-être moins connu que les deux précédents, mais qui finalement a aussi beaucoup travaillé sur cette logique des espaces en dehors de la salle de classe. Et Ovide de Crolly avait une phrase que j'ai repris ici qui disait « La classe, c'est quand il pleut ». Donc, essentiellement, tout se passe dehors, dans la nature, et puis quand il pleut, on rentre dans la salle de classe. Alors, je parle de ça parce que je reviendrai tout à l'heure sur un exemple en formation continue. Voilà, donc en formation initiale, donc, on a cet engouement aujourd'hui pour les classes flexibles. Donc, on a ici deux exemples donc, dans des écoles primaires, donc d'espaces un peu différents, organisés avec des mobiliers de taille variable qui peuvent bouger dans la salle, etc. Les gros ballons sur lesquels on va pouvoir s'asseoir de manière un peu différente, etc. Et puis la photo de gauche oui, à droite, enfin l'autre photo plutôt, qui montre en fait voilà, les manches debout, le fait de pouvoir apprendre en étant debout. C'est un point sur lequel on reviendra, mais beaucoup d'études montrent qu'on apprend mieux debout qu'assis. Donc, je ne sais plus qui disait, en fait, on attend que les enfants puissent marcher pour les mettre à l'école, et là, on les oblige à être assis pendant 15 ans. Donc, je trouve que c'est un résumé peut-être un peu rapide, mais qui n'est pas complètement dénué de sens, puisque, effectivement, la forme assise est quand même la forme prédominante en formation initiale. Donc, voilà, cet engouement ici dans la formation initiale, et puis les expériences que je trouve intéressantes à aller voir, donc, notamment le dernier livre donc, de Corinne Martel et Sylvain Wagnon, qui sont deux chercheurs qui travaillent sur l'école dans et avec la nature. Et donc, ils ont écrit un livre dont le titre est le titre de la diapo, l'école dans et avec la nature, la révolution pédagogique du XXIe siècle. Bon, alors, dans leur livre, ils parlent beaucoup de ce qui s'est passé au moment du confinement, notamment donc le fait d'avoir envie de sortir de la salle de classe, et puis l'expérience des forest schools aussi, donc les écoles dans les bois, qui se développent partout en Europe, et aussi en France notamment. Donc, ils sont des écoles où on va plutôt faire la classe dans la nature, et notamment dans les forêts, avec des logiques de cabanes, etc., que l'on va construire, et puis on va s'approprier les éléments du territoire, en fait, pour en faire sens et apprendre finalement les savoirs scolaires qui sont obligatoires, qui sont dans les programmes scolaires. Donc voilà pour la formation initiale. Vous voyez qu'en fait, malgré les pédagogues modernes, la forme la plus traditionnelle, c'est celle qu'on a tous connue, traversée, donc de la salle de classe avec l'enseignant sur son pupitre, et puis sur l'estrade plutôt, et puis les élèves en train d'écouter sagement. Alors, en formation continue, qui est vraiment le sujet là qui nous intéresse, finalement, moi je trouve qu'on a reproduit ce modèle-là, notamment avec sans doute les effets de stagification qu'on a connus dans les années 70-80, où finalement on se targuait un peu de proposer d'autres modalités, et puis on revenait à des formes très très scolaires. Ici, on a une salle de formation continue, donc on a des tables en enfilade, donc on a tous connu ça. Et puis alors la grande innovation, alors c'est un peu, j'évoque ça de manière un peu humoristique quand je parle de la grande révolution, mais les tables en U. Donc là, on s'est dit effectivement, il faut quand même que les gens puissent se retrouver dans d'autres environnements. Donc on va mettre les tables en U, au moins ils vont se voir et se parler. Cependant, bon, on voit bien quand même qu'ici, on a quand même la place un peu prédominante du formateur, pour le coup, près de son tableau, qui deviendra ensuite un TBI.
mais là, on a un visioprojecteur. Et donc, on a quand même, il est quand même un tout petit peu à l'écart, hein. Donc, et on voit souvent les gens se mettre plutôt en périphérie du U et pas trop près du prof, hein, enfin symboliquement du prof, même si c'est un formateur, sans doute, pour reprendre des habitudes antérieures peut-être d'enseignants et d'élèves. Alors voilà, donc les tables en U, donc on a tous connu ça, on connaissait encore beaucoup, hein, donc dans les salles, moi, où j'interviens, c'est très, très, très souvent cette configuration, hein, qui est proposée. Et puis des tables en banquet parfois. Donc là, ici, on a restreint le U, on a fait une espèce de table de banquet avec toujours l'enseignant sur le côté, hein, bien sûr, elle ne peut pas se mélanger aux formés, hein, il a sa place et les formés ont la leur. La petite anecdote juste pour la photo donc de l'autre côté, donc à ma droite ici, c'est une expérience vécue, hein, donc je suis un petit peu comme disait mon directeur de thèse, des tranches de vie saignantes. J'étais donc dans une salle où donc j'avais une formation à faire, on m'avait proposé cette salle. J'avais bien précisé en fait que j'avais l'intention de faire des travaux de groupe, hein, donc, et de faire du travail par-dessus l'épaule, puisque je fais des formations sur le numérique, donc les gens viennent avec leur ordinateur. Et donc là, voilà la salle qu'on m'avait proposée. Donc, vous voyez qu'en fait, cette salle était très, très restreinte en espace, donc il fallait juste se caler sur les chaises. Et puis, donc, je projetais mon écran. Et puis, si je voulais faire par-dessus l'épaule, c'était impossible. Il fallait même que je sorte de la salle pour rentrer par l'autre porte. Vous voyez qu'il y a deux portes, en fait. Et donc, il fallait que je sorte de la salle pour aller de l'autre côté. Donc, c'était assez amusant. J'ai fait ça pendant un petit moment. Puis après, je me suis affranchi. On est allé travailler à l'extérieur. J'ai emmené tout le monde dans le parc public et c'était aussi bien. Mais voilà, donc ce genre d'environnement existe encore et on sent bien derrière toute la symbolique, hein, qui est portée par ce genre d'espace. Alors après, il y a les sièges à roulettes, hein, donc qui sont arrivés. Donc, vous avez sans doute, vous connaissez peut-être ça, donc qui était aussi présenté comme une grande innovation. Voilà, donc là aussi, c'est une anecdote, hein. Donc, j'ai travaillé dans un établissement, donc je faisais des formations sur 3 jours avec des tables à roulettes, des sièges à roulettes comme ça, donc sur lesquels on peut mettre normalement son sac en dessous, l'ordinateur sur la tablette et reconfigurer la salle à sa guise. Et alors, ce qui était amusant, c'est qu'en fait, cette formation durait 3 jours. Donc, le soir, je laissais les tables dans l'état où je les avais utilisées, donc un peu en désordre. Et puis, il y avait la nuit un petit lutin qui passait et qui remettait les tables dans ce sens-là, donc de manière très alignée, presque au cordeau, vers le prof, quoi. En gros, on sentait bien que celui qui faisait ça, alors soit il avait des consignes précises, hein, c'est possible, ou soit dans son imaginaire, en fait, comme on était en formation, il fallait que tout le monde soit aligné dans ce sens-là. Donc c'était assez amusant et en même temps, je me disais, ça reflétait bien aussi les représentations un peu sous-jacentes, presque inconscientes, que l'on a de ce qu'est une salle de formation et donc de la disposition que l'on doit avoir. Alors, donc, je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je reviendrai sur ces chaises à roulettes plus tard. Ce n'est pas forcément négatif, mais en tout cas, je pense que si on n'accompagne pas les formateurs à réfléchir à la pédagogie qu'ils vont mettre en œuvre avec ce genre d'espace, on risque d'avoir effectivement des choses un peu comme celle-ci ou comme celle-là, c'est-à-dire que là, ici, en l'occurrence, on introduit le numérique, mais ça ne change pas radicalement la forme, hein. Bon, on a toujours sur l'une des photos les ordinateurs en enfilade, et puis de l'autre côté, on a mis un TBI là dans un coin, enfin plutôt au centre, mais on n'a pas changé la forme. Donc le TBI, c'est l'outil du prof, et ce n'est pas l'outil des élèves, donc du coup, on ne va pas forcément radicalement changer la forme. Alors, quelques exceptions près. Alors, je ne veux pas non plus dire que tout est négatif, hein. J'ai rencontré beaucoup de cas, effectivement, comme celui que je viens d'évoquer. Après, on a quand même des expériences qui me semblent tout à fait intéressantes et qui ont un petit peu de passé, hein, d'histoire, enfin voilà, d'antériorité. Donc, notamment les ateliers de pédagogie personnalisée, hein, qui ont survécu à toutes les réformes successives et qui, là, pour le coup, proposaient des formes radicalement différentes.
pédagogiquement et aussi dans les organisations des espaces et donc notamment dans les centres ressources également. Alors, finalement, je me dis, c'est peut-être ce que je viens d'évoquer, c'est aussi le manque de recul ou le manque de prise de conscience finalement du côté très social de l'acte d'apprentissage et du fait qu'on apprend aussi avec les autres et par les autres et pour les autres. Enfin, hein, comme disait Philippe Carré, on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. Mais là, par exemple, ici, typiquement, c'était un centre de ressources. J'étais allé faire un audit dans ce centre. Et puis, la première chose que je vois, c'est cette image-là, cette étiquette collée sur le mur. Centre de ressources égale salle de travail, égale silence. Donc, pas de nourriture, pas de boisson, pas de téléphone. Et je me suis dit, bah, finalement, c'est un contresens complet, quoi, puisque si c'est une salle de travail, on doit parler. Et puis, moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'apprends, je mange, je vais sortir, je prends un café, je sors le chien, je reviens, je téléphone à un copain. Enfin, je ne peux pas, même seul à mon ordinateur, apprendre silencieusement. Donc, dans un espace qui est un espace d'apprentissage ouvert, évidemment, c'est tout à fait à contre nature que de considérer que le centre de ressources est une salle où on va se taire et où on va avoir de téléphone. Donc, je ne vois pas comment on peut aujourd'hui se passer de l'accès à Internet avec un smartphone, par exemple, et puis on ne va pas bouger, on va rester silencieux. Donc voilà, ça, c'est le genre de contresens que l'on rencontre souvent encore, malheureusement, en formation continue. Donc, pour faire le petit point d'étape sur cette première partie de mon exposé, qui j'espère n'est pas trop rébarbatif. Donc, je pense que, il faut retenir plusieurs choses. Premièrement, les environnements induisent des modèles d'apprentissage et des modèles d'enseignement, et presque de manière inconsciente. On reprend des postures, hein, c'est ce que disait Jean Housseil avec le triangle pédagogique, par exemple, mais on va le retrouver là, c'est-à-dire qu'on va se remettre implicitement dans une forme scolaire. Moi, je fais des formations de formateurs, par exemple, il n'y a rien de pire que des formateurs en formation. Autant ils peuvent souvent se plaindre, et à juste titre, de la passivité de leurs élèves, etc. Autant quand ils sont eux-mêmes en formation, ils se remettent dans une posture presque scolaire, parfois même un peu perturbante, mais voilà, c'est presque inconscient. Donc, les environnements induisent des modèles d'apprentissage et des modèles d'enseignement. Deuxièmement, la forme traditionnelle de la classe ne permet pas ou très peu d'autres types de pédagogie, notamment la pédagogie constructiviste, évidemment, puisqu'on va être plutôt dans des modèles descendants. Le développement des compétences du XXIe siècle, alors pour moi, c'est ça l'enjeu hein, quand on est en formation, c'est vraiment de faire en sorte que l'on va aider les personnes qui sont en face de nous à développer ces compétences-là, c'est-à-dire la créativité, la collaboration, la communication, l'esprit critique, donc les 4 C hein, des compétences du XXIe siècle. Et puis la différenciation pédagogique, évidemment, on ne peut pas différencier dans un espace où on est tous assis de la même manière. Et puis donc cette notion donc, de l'apprentissage debout, hein, donc le fait qu'on apprend mieux debout qu'assis, c'est maintenant, en tout cas certaines études le montrent, et donc forcément la forme traditionnelle annihile le mouvement et donc empêche d'être dans cette logique de verticalité des postures d'apprentissage. Voilà, alors, voilà, et donc, oui, juste un dernier point, donc le formateur choisira plus aisément une configuration qu'il connaît et qu'il maîtrise qu'une configuration à risque. Alors là-dessus, j'ai une petite anecdote aussi, c'est dans un CFA où j'intervenais, en fait, c'était un fait tout nouveau. Le premier jour de la rentrée, le directeur avait choisi de ne pas installer les tables et les chaises et de laisser les formateurs le faire à leur guise. Et d'ailleurs, juste avant ça, les personnels d'entretien, plein de bonne volonté, avaient mis les chaises et les tables dans un certain ordre. Donc, on a dû les enlever pour les mettre dans le désordre. Et en fait, on a laissé les formateurs faire et quasiment tous se sont remis dans une forme un peu traditionnelle, c'est-à-dire que la forme qu'ils connaissent. Donc, si on laisse trop les formateurs choisir, implicitement, ils vont choisir effectivement une forme qu'ils connaissent. Donc, il faut faire, je pense, des modalités un peu de réflexion autour de ça. On y reviendra tout à l'heure. Voilà pour le premier point. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que l'on fait maintenant? Donc, quelles pistes sur l'évolution des environnements hein, alors, piste étant à la fois pour montrer ce qui se fait et ce qui pourrait être fait. Hein, donc, comment on fait pour travailler autrement cette question des environnements? Il y a 3 possibilités de mon point de vue. D'une manière générale, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de créer ce cercle vertueux, c'est-à-dire de travailler à la fois sur les nouvelles compétences, les nouveaux espaces et les nouveaux scénarios,
et tout ça, c'est en chaîne, hein, c'est-à-dire que les nouvelles compétences nécessitent des nouveaux espaces, et les espaces vont permettre de développer les compétences, et ainsi de suite. Donc, on est vraiment dans cette logique un peu de cercle vertueux qu'on va essayer de mettre en place. Et en fait, il y a trois cas de figure, si je peux dire, qui sont aussi en lien avec ce que l'on a sous la main, si je peux dire, et quelles sont les logiques, un peu les stratégies des établissements. La première manière, c'est de réagencer les espaces existants. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire on va pas abattre des murs, on ne va pas casser complètement, on va juste réagencer. Donc, voilà quelques espaces ici que je vous propose, hein, que j'ai rencontrés. Donc, ce sont des espaces réels, hein, que j'ai eu l'occasion de fréquenter et d'utiliser. Donc, dans des CFA notamment. Donc, ici, tout à gauche de l'écran, on est sur des salles un peu avec des tables plus hautes. Donc, et du coup, comme les tables sont hautes, on va rester debout. Alors, il y a aussi des tables où on peut être assis, hein, mais on va bouger en fait différemment. Donc, c'est pas très cher. On achète juste des tables un peu plus hautes que la mesure. Les TBI qui doivent devenir l'outil aussi des apprenants, et pas simplement celui du prof. Et puis des tables, alors j'avais vu ça dans un CFA, je trouvais ça intéressant, ces tables amovibles en fait, donc qui peuvent tantôt s'ouvrir sur un ordinateur et le refermer. Et on peut même modifier en fait en fonction du moment de la séance, le fait d'utiliser ou pas un ordinateur. Et puis ces chaises à roulettes qui sont aussi, quand elles sont bien utilisées, pertinentes pour remettre des formes un peu différentes. Donc, premier point, on réagence les espaces sans forcément créer des espaces nouveaux. La deuxième manière de faire, c'est de créer des espaces au sein donc, de l'établissement. Donc, vous connaissez peut-être ce schéma hein, qui montre les Learning Labs. Donc, c'est un schéma assez connu, mais je trouve assez pertinent dans sa simplicité finalement, hein, qui considère que voilà, on peut organiser, imaginer des espaces flexibles avec derrière des espaces de modalités différentes. Et donc, au cours d'une même formation, voire même d'une même séance, une même séquence, on peut avoir des moments où on va être dans des temps d'échange, des temps de développement, des temps de présentation, des temps d'enquête, etc., des temps d'interaction. Donc, on va organiser les espaces en prenant en compte les différentes modalités avec une fluidité, en fait, hein, donc, d'un espace à l'autre, en fonction des moments. Et effectivement, le formateur n'est plus celui qui va distribuer un savoir, mais qui va organiser un peu les espaces. Moi, je pense que le rôle du formateur, c'est aussi d'être un architecte pédagogique, hein, quelqu'un qui va organiser des espaces du possible dans lesquels peut-être il va se passer des choses, peut-être pas, mais en tout cas, on peut espérer qu'il va se passer des choses. Donc ça, c'est les Learning Labs, et le fait d'avoir des Learning Labs, ça permet aussi aux enseignants ou aux formateurs de tester à certains moments des modalités et de se les réapproprier dans sa propre salle. C'est-à-dire que c'est aussi un espace d'innovation et de réflexion pédagogique. Donc, on en a quelques-uns, il y en a plein qui existent. Voilà, ici, j'ai montré celui donc, de l'Université de Caen. Voilà, donc, premier temps, il y en a plein. Hein, vous trouverez sur Internet, je pense, plein de configurations possibles. Ici, c'est un Learning Labs qui a été créé dans un CFA BTP de Pont-à-Mousson. Donc, on voit bien le côté un peu... alors, c'est pas flexible dans le sens où on va pas bouger les tables, mais on a différents espaces. Ce que j'avais bien aimé dans cet espace-là, c'est qu'en fait, au fond, on avait des tables, ce qu'on appelle les tables en marguerite, en fait, mais autour d'un écran, ce qui fait qu'on pouvait alterner des phases un peu de présentation et des phases de travail collectif en petits groupes. Je trouvais ça intéressant. Et j'avais aussi aimé que le fait que finalement, comme tout était ouvert, et dans mon intervention, les gens étaient venus se greffer, des gens que je ne connaissais pas étaient venus intervenir, et puis finalement, pendant 5-10 minutes, écouter ce que je disais, et je trouvais ça intéressant. Donc, c'était lié aussi au fait que cet espace est très large, et très ouvert et très flexible. Alors, le troisième point, mais c'est quand même plus compliqué, c'est quand on a la possibilité de créer un bâtiment. Évidemment, ça n'arrive pas tous les 4 matins qu'on parte d'une feuille blanche, mais ça peut se produire. Et là, je trouve très intéressant de réfléchir d'abord à la pédagogie, au modèle pédagogique, et à ensuite en déduire les
les configurations nécessaires. Et donc, j'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, de travailler avec une entreprise de travaux publics qui souhaite créer son propre CFA. Donc, grâce à la loi maintenant, ils peuvent le faire. Hein, donc, tout le monde peut créer son CFA. Donc, ils avaient cette idée, ils voulaient faire quelque chose d'un peu innovant pour répondre à des besoins qui ne leur paraissent pas être suffisamment bien couverts par les CFA existants. Et donc, on a créé avec un collègue spécialiste des travaux publics une espèce de projet, enfin, d'une feuille de route pour l'architecte autour de la création de cet espace. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est déjà, d'un point de vue économique, un CFA, c'est pas très rentable, en fait. Donc, on va plutôt créer un démonstrateur. Alors, DID, DIT, ça veut dire, je reprends les termes, parce que j'oublie toujours, c'est dispositif. Je retrouve ça. Un démonstrateur européen d'infrastructures innovantes pour la transition écologique. Ouais. Démonstrateur européen d'infrastructures innovantes pour la transition écologique. Donc voilà. Donc on s'est dit, on va faire un démonstrateur. Un peu, on s'est basé un peu sur l'idée du parc d'attractions, c'est-à-dire ouvert au grand public, pour que le grand public puisse se rendre compte de quoi il s'agit quand on crée des routes et ce qu'il y a en dessous des routes, en fait. Donc le démonstrateur existe. À côté de ça, on a un espace de chantier. Et en fait, donc, dans l'espace de chantier qui est ici, on a des bases de chantier. Donc, et encore une fois, c'est un peu comme De Crowley disait, c'est-à-dire les bases, c'est quand il pleut, hein, puisqu'en fait, la plupart des apprentissages des TP se passent sur les chantiers, donc sur les routes en l'occurrence. Donc, on va faire ici des bases de chantier par métier. Le grand public va pouvoir se promener ici sur une coursive qui va pouvoir leur permettre en surplomb de voir ce qui se passe dans les chantiers. Et finalement, les enseignants vont être aussi les entreprises, les industriels qui vont faire des démonstrations dans l'espace de démonstration. Donc, on a un petit peu cassé le modèle habituel. Et puis, on a créé donc à côté un espace d'apprentissage ouvert. Donc, bien sûr, enfin, je dis bien sûr, pas de salle de classe, mais une logique un petit peu de zone. Hein. Donc, on a mis en application la diapo précédente sur les espaces sur les Learning Labs. Donc, on a créé en fait ici un projet avec différentes zones, donc des zones collaboratives, des zones de calme et de concentration, des zones d'entretien confidentiel, semi-ouvert, etc. Et on va pouvoir les choisir en fait en fonction de ce dont on a besoin, l'environnement qui va le mieux convenir au moment où on en a besoin, donc dans une logique plutôt de tutorat et de coaching, un peu ce qu'a pu faire notamment Niels avec l'école 42, de cette logique un peu de coaching, donc pas de salle de classe, pas d'enseignants au sens strict du terme, mais des moments qui sont rendus possibles, des moments d'échange grâce à l'environnement. Et pas de salle de prof non plus, parce que si les profs veulent se réunir, bah, ils prennent un espace. Comme tout le monde, ils sont usagers en fait, au même titre que les apprenants, et ils vont prendre un espace qui convient au travail, par exemple, entre enseignants. Voilà. Je ne sais pas si ça verra le jour un jour, je ne sais pas où on en est, mais en tout cas, le projet a été écrit. Donc, je pense, voilà, une petite typologie peut-être pour résumer ce qu'on peut faire, et j'aime bien les typologies, j'en ai fait quelques-unes dans ma vie professionnelle, mais voilà, peut-être pour ceux qui veulent réfléchir à cette question-là sans pour autant casser complètement les murs, peut-être qu'il faut y aller progressivement. Donc là, on a une typologie qui permet de passer d'un espace traditionnel à un espace plus ouvert. Donc peut-être qu'on peut casser progressivement les murs pour ouvrir davantage les zones communes pour arriver finalement à l'espace complètement ouvert. Si je veux donc faire un point d'étape sur ce deuxième point-là, donc le lieu doit nous parler. Ça, je pense que c'est un point important, c'est-à-dire qu'en fait, on doit intuitivement comprendre ce qu'on attend de nous. C'est comme quand vous allez dans un buffet où il y a des manches debout, vous savez très bien qu'on va manger debout et qu'on va parler et qu'on va peut-être pas rester toujours avec le même groupe, on va bouger. Ça, je pense que c'est un point important. Le lieu doit être centré sur l'utilisateur, il doit être ergonomique, confortable, sensoriel, enfin bref, tout ce qui est marqué là, ici, vous savez lire aussi bien que moi. Mais vraiment, cette logique de personnalisation, de pouvoir se l'approprier, donc le lieu doit être avant tout agréable. Hein. Je pense que c'est un endroit où on a envie de se rendre. Et puis un point qui est le lieu doit être ouvert, c'est-à-dire ouvert sur l'espace, mais aussi ouvert, j'allais dire, en amplitude horaire.
j'ai travaillé donc avec un CFA, notamment celui de Blois, où le centre de ressources est ouvert jusqu'à 22 heures. Alors c'est une vraie révolution, hein, parce on sort là aussi des schémas classiques, mais le centre de ressources est une partie en soi avec une ouverture indépendante. Et quand les cours sont finis, le centre de ressources reste ouvert. Les apprentis qui sont logés juste à côté peuvent revenir avec leur badge. Donc il n'y a pas forcément de personnel, hein, mais ils ouvrent avec leur badge et ils rentrent dans le centre de ressources. Et je peux vous dire qu'ils le font. C'est-à-dire que curieusement, on pouvait s'attendre à ce que ce soit un lieu désert, mais ce n'est pas du tout un lieu désert. C'est un lieu où les gens viennent. Et parfois, il y a des rencontres avec des professionnels, par exemple, qui sont organisés le soir, etc. C'est vraiment un lieu de vie. Et c'est un lieu qui doit être voilà, ouvert, je pense, le plus possible. Et là, encore une fois, ça casse un peu les codes habituels des horaires, notamment de formation. Alors, le troisième point, je vais aller assez vite pour laisser un peu de temps à la discussion, mais du côté des environnements virtuels cette fois-ci, donc là, on a parlé des environnements physiques, du côté des environnements virtuels en formation continue, donc un espace virtuel, c'est un espace d'information dédié à l'apprentissage, mais aussi dédié à l'échange. De mon point de vue, ça n'a d'intérêt que si ça va faciliter les interactions entre les enseignants et les formateurs et les apprenants et entre les apprenants eux-mêmes. Et de ce point de vue, honnêtement, moi je suis un peu déçu aujourd'hui de ce que je peux voir. Hein. Autant j'estime, et vous me direz si vous partagez ce point de vue, qu'on a beaucoup avancé sur la question donc, des réalités augmentées, etc., donc de tout ce qui va être des outils, comment dire, des ressources, des contenus pédagogiques novateurs, dynamiques, interactifs. Autant sur la question de ce qui va supporter le travail et le parcours, on est resté quand même dans des choses qui sont très classiques et très descendantes. Les plateformes de téléformation notamment, même celles qui se targuent d'être des social learning, enfin de faciliter le social learning, finalement restent très traditionnelles dans leur approche, il me semble. Là, j'ai quelques exemples de plateformes que j'utilise. Honnêtement, c'est très, très descendant. Moodle, notamment, pour faire du travail collaboratif pardon, avec Moodle, c'est quand même un peu compliqué. Donc, les formateurs vont aller vers d'autres outils. Donc, du côté des réseaux sociaux, par exemple, hein, donc, notamment dans le confinement, beaucoup ont utilisé des outils comme WhatsApp hein, pour créer des communautés d'apprentissage, les murs collaboratifs, les outils de gestion de projet, enfin bref, des outils annexes à la plateforme donc elle-même, qui reste dans sa forme un peu traditionnelle. Et donc, dans les outils externes, je voulais juste vous relater un peu mon expérience ici d'une activité pédagogique que j'ai créée donc, pour des étudiants. Donc, c'est un cours que je donne pour le CNAM dans une licence RH pour la prise de connaissance du monde de la formation. Donc, j'ai proposé en fait à mes étudiants donc, de se mettre en groupe de travail et de faire des infographies sur chacun des acteurs. Donc, j'avais proposé 8 grands acteurs de la formation et chaque sous-groupe avait donc du temps pour produire une infographie. Et en fait, j'ai fait la restitution des travaux avec un outil qui s'appelle WonderMe, qui est un chat spatial, en fait, où cet espace-là, on est tous dans le même espace, donc vous voyez qu'on peut le mettre, alors j'aurais pu mettre une photo différente, j'ai pris celle-ci qui me plaisait bien, et en fait, on se retrouve tous dans la zone commune, donc là, ici en bas, et en fait, ensuite, on va se déplacer, donc chacun est avec son petit avatar, on va se déplacer dans les zones, donc ici, par exemple, voilà, on se commence à bouger, et en fait, l'idée, c'était qu'on soit comme dans une foire, c'est-à-dire, enfin une foire, un salon professionnel. Donc chaque sous-groupe chaque membre du sous-groupe allait successivement dans sa salle, dans son stand, présenter son infographie. Et donc les personnes se promènent. Et vous voyez qu'en fait, quand on se retrouve dans les zones ici, qui sont grisées, on ouvre une visioconférence avec toutes les fonctionnalités habituelles de la visioconférence, donc le chat, le partage d'écran, etc. Et même quand on se met l'un près de l'autre, donc quand on se rapproche l'un près de l'autre, on ouvre une visioconférence à deux. Donc ça, je trouve intéressant parce que du coup, on est dans quelque chose où on va bouger, même si on va bouger virtuellement, on va bouger, on va se déplacer. Donc du coup, les étudiants devaient présenter leur infographie, mais devaient aussi faire en sorte que
accueillir les gens en cours de route. Donc, les autres étudiants se baladaient et donc allaient les voir, et de temps en temps, ils partaient. Donc, il fallait qu'ils aient cette logique un peu de flexibilité pour ajuster leur intervention et pas faire un truc très classique. Alors, les premières fois que je me fais avec ce groupe-là, j'ai fait un truc un peu plus classique et on avait l'exposé, hein, voilà, comme on a appris à l'école, on déroule son truc. Alors que là, non, parce que finalement, il fallait accueillir les gens en cours de route. Et chaque membre du binôme s'était emparé complètement de l'infographie. Donc, vraiment un travail collaboratif, je trouve intéressant. Et l'outil ici permettait ça. C'est-à-dire que s'il n'avait pas eu cet outil-là, je n'aurais pas pu faire de la même manière, avec autant de fluidité, ces échanges. Et finalement, un autre point important, c'est que moi, je n'étais pas toujours là. C'est-à-dire en tant que formateur, enseignant, parce qu'au CNAM, on est très enseignant, j'étais dans un instant, et pendant ce temps-là, il se passait des choses en mon absence. Et ça, je trouve intéressant, parce que du coup, au début, même ça les déstabilisait en disant, mais vous n'êtes pas là. Mais non, je ne suis pas là, parce que vous n'avez pas besoin de moi, en fait. L'important, c'est que vous échangez entre vous. Ce n'est pas que je sois là. Donc, voilà, c'est un outil qui me paraît intéressant. Donc, je voulais vous en faire part. Donc, je trouve, effectivement, alors derrière, il faut que le scénario pédagogique soit adapté, hein, donc que l'on puisse non pas simplement utiliser ça comme un gadget, mais que derrière, on pense des scénarios d'apprentissage qui soient différents. Et finalement, je me dis, voilà, point d'étape aujourd'hui sur cette question-là, et il va juste rester du temps, c'est bien pour les échanges. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on a intérêt à considérer aujourd'hui qu'on apprend partout et tout le temps. Donc, la porosité dont on a parlé souvent entre les espaces sociaux, les moments, les temps, etc. Donc, on apprend partout et tout le temps. Donc, il faudrait qu'on retrouve le même environnement partout. Cette frontière qui devient beaucoup plus flexible et floue, entre des gens qui peuvent être en présentiel et d'autres à distance, donc ce qu'on appelle la comodalité, hein, qui va se développer, je pense, de plus en plus. Donc, il faut que les espaces physiques et virtuels permettent la logique de comodalité, la digitalisation, c'est-à-dire le fait de mettre des équipements numériques et d'accéder aux équipements numériques, aux services numériques dans les salles physiques, donc cette notion de digitalisation, que les compétences que l'on vise, donc créativité, collaboration, communication, esprit critique, doivent être induits par les espaces numériques autant que par les espaces physiques, donc ce qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, me semble-t-il, dans les plateformes, et ce qu'on va plutôt retrouver dans des outils tels que celui que je viens de montrer. Et puis, donc, de penser la continuité, ou moi j'appelle ça l'homothétie, c'est mon passé de mathématicien qui parle, mais entre les espaces physiques et les espaces virtuels. C'est-à-dire, en fait, on doit repasser indifféremment de l'un à l'autre. Dans l'espace des IDE que j'ai montré tout à l'heure, les apprenants peuvent être tantôt dans l'espace physique et trouver des endroits où échanger avec d'autres, des endroits où échanger en tête-à-tête avec le formateur, etc. On doit retrouver les mêmes espaces dans la partie virtuelle. Et donc, l'homothétie entre les deux doit être recherchée pour que, finalement, ça n'a tellement d'importance. C'est-à-dire que je sois dans l'espace physique avec mon brick and mortar, comme disait Arnaud, je ne sais pas s'il est là, c'est une expression qu'il utilisait souvent, Arnaud Coulon. Et puis les espaces virtuels, finalement, ouais, je pense qu'il faut travailler sur l'homothétie entre les deux, cette continuité. Et ça, c'est un travail qui nous attend. Et puis, dernière diapo, qui va peut-être ouvrir un peu les discussions, c'est est-ce que ça passe par le métavers, dont on dit le plus grand bien et le plus grand mal. Moi, je pense qu'effectivement, on a intérêt à aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Là, c'est un exemple d'une entreprise qui met en place actuellement un hôpital virtuel, donc pour apprendre des gestes professionnels, par exemple, hein. Donc avec des simulations en 3D qui sont très intéressantes. Mais je pense que l'étape d'après, c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est de créer effectivement un espace virtuel, un hôpital virtuel dans lequel on va pouvoir aller aussi rencontrer d'autres personnes, voire même rentrer dans la salle, dans le bureau du chirurgien pour discuter avec lui, et à d'autres moments échanger dans une salle d'un patient pour se mettre d'accord, je ne sais pas, travailler ensemble, etc. Donc, je pense que cette logique un peu, que la possibilité qu'offre le métavers aujourd'hui, me semble, moi en tout cas,
répondre aux attentes que j'ai sur cette question donc, de l'homothétie recherchée entre les espaces physiques et les espaces virtuels. Voilà, donc je voulais juste, j'en finis là-dessus, et puis maintenant peut-être échanger avec vous en accord, en désaccord, en questionnement. Je suis tout à fait prêt à échanger là-dessus. Merci beaucoup, Frédéric. Est-ce qu'il y a des participants qui souhaitent poser leurs questions? Vous pouvez aussi poser la question directement. Je vois qu'il n'y a rien aujourd'hui. Je ne vois rien dans le chat. Est-ce que certains veulent intervenir? N'hésitez pas à lever la main. Frédéric, moi j'avais une question pour poursuivre le sujet sur les métaverses. Effectivement, hein, on a d'un côté un regard. Alors, il y a des regards assez anxiogènes, avec une peur hein, par rapport au métier de formateur, des regards assez dépréciatifs, vous l'avez dit, hein, côté gadget. Et puis d'autres, au contraire, hein, parlent d'une formation révolutionnée par le métaverse. Est-ce que vous avez des exemples, des illustrations intéressantes? Alors, des exemples et des illustrations, pas tellement encore, parce que je pense qu'on manque quand même de recul et d'expérience significative en la matière. Moi, alors, peut-être plusieurs points là-dessus. Je pense que c'est pas un outil, c'est-à-dire que on a souvent considéré, et encore aujourd'hui, on a plein de réflexions, de débats qui disent le numérique c'est un outil. Non, c'est pas un outil, quoi. C'est une partie de notre vie, de notre réalité aujourd'hui. On se construit avec le numérique, avec son identité numérique, etc. Donc, l'erreur, à mon avis, qu'il ne faudrait pas commettre, c'est de considérer que c'est un outil en plus. Ça va changer radicalement, je pense, comme l'ont fait les réseaux sociaux, nos rapports aux autres, à soi, aux choses, etc. Donc, le considérer comme étant un prolongement naturel et une extension de soi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que ça, comme tout outil, ça peut créer des régressions pédagogiques. Ça, c'est assez curieux. C'est-à-dire que, et je vois d'ailleurs, pas forcément dans le métavers, mais moi, je suis un petit peu dubitatif, par exemple, sur les outils. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, dans l'assistance, développent ce genre d'outils, et je vais peut-être me faire des ennemis, mais sur la question de l'adaptive learning, par exemple. Aujourd'hui, considérer qu'on va pouvoir adapter les contenus donc la demande précise des gens, etc., de manière très fine. Moi, ça me rappelle un peu les machines à enseigner de Skinner, quoi. Donc ça, enfin voilà, je suis un peu dubitatif. Je parle de ça parce que je me dis, avec le métavers, on peut avoir aussi des régressions pédagogiques, comme avec d'autres technologies qui sont arrivées. Et par exemple, typiquement, le TBI a conduit parfois à régresser pédagogiquement. PowerPoint, par exemple, a permis, parfois conduit à régresser. Donc, il ne faut pas qu'on ait ce regard-là, et il faut qu'on fasse attention à ça. Et donc, du coup, et puis le troisième point, c'est vraiment ce que j'évoquais sur la continuité, c'est-à-dire, on est dedans et dehors, on sera dans le métavers, on sera aussi dans les espaces physiques. Et que derrière, ça doit être porté par des projets pédagogiques. Avant tout, il faut réfléchir aux projets pédagogiques et aux projets de sens de ce qu'est l'apprentissage, de ce qu'est le rôle du formateur d'une manière générale. Et après, on verra bien ce qu'on en fait avec le métavers, quoi. Donc, je n'ai pas vraiment de recul. Simplement, je me dis aussi, alors, je ne sais pas si vous avez vu l'interview, donc c'est le patron de Nokia qui évoquait hier ou avant-hier la disparition des smartphones, en disant c'est la mort du smartphone dans quelques années. Donc, on sera tous dans le métavers avec les lunettes, et pas les lunettes, les grosses lunettes qu'on connaît aujourd'hui, mais les lunettes de vue hein, qui capteront directement le métavers. Je pense qu'on est sur des choses qui nous échappent encore aujourd'hui, même dans les représentations qu'on peut en avoir. Mais je pense qu'effectivement, on ne peut pas ignorer le changement radical de société que ça va nous conduire. Et donc, on a intérêt à se préoccuper et puis à être un peu imaginatif par rapport à ça. Ce que je peux dire là-dessus, je ne sais pas si ça répond à la question, mais… J'avais une question, on parle de projet pédagogique. Vous avez évoqué bien sûr
Vous avez évoqué le métier de formateur, son évolution, je sais que là sont présents alors des formateurs, mais aussi des directeurs pédagogiques, des responsables pédagogues. Comment accompagner des formateurs? Vous avez parlé de prise de risque tout à l'heure, hein, en disant finalement on a tendance à plutôt aller spontanément vers une configuration qu'on connaît plutôt qu'une configuration à risque. Comment accompagner les formateurs? Alors, je vais peut-être choquer s'il y a des directeurs de centre dans l'assistance, mais moi, j'ai rencontré beaucoup de formateurs qui étaient bloqués par leur directeur pédagogique, alors, à tort ou à raison. Mais quand je présente, par exemple, dans des groupes de formateurs, même ne serait-ce que l'utilisation des smartphones, pour utiliser des outils que l'on connaît, de tests en ligne, etc. Ah, ils me disent, ah non, moi, c'est pas possible, ça. Si je fais ça dans la salle et que le directeur rentre, moi, je vais m'en prendre une, quoi. Et honnêtement, je l'ai entendu un grand nombre de fois, donc c'est pas anecdotique, c'est-à-dire que, alors, à tort ou à raison, en même temps, peut-être qu'ils ont tort, peut-être qu'ils s'imaginent effectivement qu'ils vont être, comment dire, euh, euh, sanctionnés ou mal vus ou autres parce qu'ils vont faire autrement que la forme classique. Mais je pense qu'il faut donc, en tant que directeur pédagogique, laisser une grande latitude et peut-être être aussi congruent dans les modalités de management. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conduire le changement sur l'innovation pédagogique, sur la flexibilité, sur l'organisation, etc., en étant soi-même dans une organisation managériale qui est traditionnelle. Donc, il faut toujours rechercher la congruence entre les deux. Et donc, il y a aussi une prise de risque de la part des directeurs. Et à la fois, la prise de risque, elle doit être mesurée, parce que j'ai aussi l'expérience inverse d'un directeur que je connais bien et avec qui je travaille encore maintenant, qui est allé trop loin, trop vite. C'est-à-dire dans le bouleversement, dans le chamboulement, dans la disruption qu'il a voulu porter dans son établissement, finalement, on s'est mis à dos l'ensemble des formateurs qui, eux, n'étaient pas prêts à suivre le mouvement et qui, quelque part, enfin, je vais parler trivialement, mais ont eu sa peau, quoi. Donc, il faut trouver la juste mesure entre la liberté qu'on leur va laisser et puis, le cadre qu'on va maintenir malgré tout pour que l'ensemble des formateurs puissent évoluer au même rythme. Après, je pense qu'il faut repérer aussi les personnes. Je pense que, enfin, quelque part, un formateur qui s'est construit, et ça, c'est pas lié simplement aux environnements, mais qui s'est construit sur une identité de celui qui sait, le sachant, euh, honnêtement, du jour au lendemain, il va pas devenir, il va pas changer radicalement. Donc peut-être qu'il faut lui laisser des places. Il faut aussi gérer autrement les ressources humaines pour que chacun puisse trouver sa place et là où il va se sentir le mieux. Que peut-être effectivement dans une organisation dans laquelle il peut y avoir des temps magistraux, hein, même y compris dans un learning gaps, il peut y avoir des temps d'information descendante. Peut-être qu'eux vont se sentir mieux là. Il faut les utiliser là où ils sont mieux. Peut-être qu'il faut les utiliser aussi par rapport à leur expertise métier, etc. Donc c'est vraiment une question de gestion de ressources humaines et qui parfois me laisse un peu sur ma faim, enfin, dans les organismes que j'accompagne, sur cette réflexion de la gestion des ressources et de la liberté qu'on va donner aux formateurs pour expérimenter, pour innover. Puis après, voilà, il peut y avoir des expériences que je trouve intéressantes. L'expérience donc, que j'ai rapidement évoquée tout à l'heure, mais du CFA de Blois avec le fait de donner la liberté d'organiser. Je pense par exemple au Learning Gaps du lycée du Futuroscope, où là, on a un espace où on peut venir expérimenter, puis après, on se réapproprie dans sa propre salle, en fait. C'est-à-dire, on va expérimenter sans trop de risques, et puis après, on revient avec, et puis ce qu'on a trouvé intéressant, on va le remobiliser dans sa salle de classe. Donc peut-être avoir des espaces comme ça d'innovation, et puis aussi travailler sur la communication, c'est-à-dire la communication des bonnes expériences, des bonnes pratiques, etc. Donc voilà, il y a plein de petites ficelles, je pense, à mettre en place quand on est directeur ou ingénieur pédagogique. Merci Frédéric. Il y a deux questions là.
Très distincte. Il y en a Très une distincte. qui... Il y en Attends, a je vais une qui... Attends, je vais googler. Alors, il y a une question sur Discord. C'est vrai que pendant le Covid, c'est un outil qui a été particulièrement utilisé, notamment par les jeunes. Qu'en pensez-vous? Et puis une deuxième question. Euh, je rencontre beaucoup d'apprenants qui ne sont pas familiers à l'usage du numérique. C'est une vraie fracture autour de l'usage du smartphone notamment. Et puis une dernière qui vient de s'afficher. Vous évoquez dans les environnements d'apprentissage innovant l'école 42. Ah, bon, c'est un sujet, oui. Donc là, c'est une question sur comment peuvent-ils être labellisés Calliope. Bon, je crois que c'est un autre sujet. Mais bon, je vous laisse, Frédéric. Ah, oui, oui et non. Alors, bon, sur Discord, moi, mon point de vue, c'est qu'il faut plutôt aller là où sont les gens. Et donc, j'ai pas du tout j'aurais pas de réticence et je trouve bien, au contraire, qu'on soit allé chercher les gens là où ils sont. Donc, plutôt que de leur imposer des systèmes qui, de toute façon, ne va pas leur convenir souvent. Je parle notamment des jeunes, hein, et donc on aille les chercher là où ils sont, notamment sur des réseaux comme Discord. Oui, moi, je n'ai aucun obstacle là-dessus, au contraire, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Après, bien sûr, il y a les questions du RGPD et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on prenne quelques précautions pour ne pas déroger aux règles du règlement des données personnelles et puis aussi ne pas se laisser déborder en tant que formateur là-dessus. La deuxième question, c'était, j'ai oublié, j'ai mangé la question, excusez-moi. C'était sur les publics Troisième, je vais qui venir sont après. un peu familiers. Ah oui, alors là-dessus, bah oui. Oui, oui, il y a effectivement, on sait bien qu'on a une population importante autour de l'électronisme. Et justement, je pense qu'il faut que dans tout dispositif, quel qu'il soit, on ait aussi en tête le fait qu'on va bien sûr travailler sur l'objet pour lequel les gens sont là, c'est-à-dire qu'ils sont sur les parcours de formation, qualifiants ou autres, et en même temps sur les compétences numériques, et les compétences numériques du point de vue de celles du 21e siècle, c'est-à-dire, c'est pas tellement la compétence instrumentale qui est importante là, pour moi, même si elle est importante, mais c'est comment, avec le numérique, je vais donner des possibilités bah, de collaborer, de résoudre des problèmes ensemble, etc. Donc, je pense qu'il faut que ce soit une espèce de fil conducteur, enfin, pas de fil conducteur, mais de données transversales qui doivent être présentes à tout moment de la formation, quelle que soit la durée, avec des logiques de reconnaissance aussi. Je pense que les open badges peuvent être des bonnes manières de reconnaître aussi les compétences. Et sur le troisième point, moi, je trouve que la question est pertinente. C'est-à-dire, et là, moi, je vais bien sûr marque-bouter un petit peu sur Calliope, qui est, de mon point de vue, une démarche, je vais peut-être me faire des ennemis encore une fois, mais qui est de par sa structure et la compréhension que l'on en a, c'est-à-dire c'est pas seulement la structure même, mais la compréhension qu'on peut en avoir, quelque chose qui peut être très sclérosant, quoi, et qui va peut-être empêcher des formes nouvelles. Je ne sais pas comment aujourd'hui des espaces ouverts comme les APP, comme l'école 42, comme des choses dans lesquelles on a une imprédictivité de ce qui va se passer, c'est-à-dire on met en place des environnements d'apprentissage, et c'est ce qu'il faut faire, dans lequel on se dit qu'il va se passer des choses, peut-être. Comment ça, c'est soluble dans un référentiel comme Calliope qui va demander des déroulés pédagogiques. Quasiment, on m'a demandé pour des clients qui, eux, étaient Calliope, ils m'ont dit, il faudrait que tu donnes un déroulé minute par minute quasiment. Mais c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. C'est pas ma conception de la formation. Donc oui, je pense qu'effectivement, il peut y avoir des obstacles, en tout cas des zones de friction entre la démarche Calliope d'un côté et puis des environnements qui seraient beaucoup plus flexibles, ouverts, dans lesquels finalement c'est imprédictif ce qui va se passer. Et tant mieux. C'est-à-dire que moi, quand j'ouvre un groupe, j'espère qu'il va se passer des choses que je n'ai pas prévues. Et malheureusement, Calliope va me demander de les prévoir. Donc, c'est une zone un peu difficile. En tout cas, moi, de mon point de vue, je n'ai pas réussi à trouver la bonne solution pour cette équation-là. Merci Frédéric. Alors, Raphaël, je ne sais pas si c'était l'intention que vous aviez à travers votre question. Moi, j'entends aussi que Calliope, c'est un référentiel qui vient valider des process. Et effectivement, ça pose la question de la place du projet pédagogique, des modalités qui sont proposées. Et donc, j'entendais plutôt la remarque de Raphaël sous cet angle. Bon,
C'est peut-être nous, enfin en tout cas, Synodes, on s'empare du sujet parce qu'on pense qu'effectivement, il y a, en tout cas, c'est un système qui n'a pas permis, on le voit, d'éviter les fraudes et d'éviter justement la juste adéquation entre un besoin exprimé par un apprenant et puis l'offre qui lui est proposée, quoi. Donc, moi, je l'entendais plutôt sous cet angle-là, ce qui me paraît très pertinent, bien sûr, mais là, c'était par rapport à la question des environnements d'apprentissage hein, que je venais mesurer la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question. Frédéric, peut-être je vous laisse. Ah, il est 10 heures. Est-ce que vous souhaitez conclure par un petit mot et puis avant qu'on se quitte? Ben non, j'aurais bien aimé lire les questions, mais je les lirai peut-être plus tard parce que du coup, je n'avais pas le regard sur le chat. Donc, je suis assez curieux de savoir effectivement quelles avaient été les réactions, parce que moi, j'étais un peu sourd et aveugle, hein, parce que je présentais mon intervention, donc je ne voyais pas ce qui se passait. Non, mais je trouve que, enfin, moi, j'ai été ravi d'échanger, enfin, pas d'échanger, parce que j'ai pas pu échanger beaucoup, mais en tout cas de faire cette présentation. Ça m'a donné aussi l'occasion de formaliser ma réflexion sur le sujet. Donc, je vous en remercie encore une fois bien grandement de l'invitation et de l'occasion qu'on m'a donnée. Merci à vous. C'était passionnant. Je crois qu'on aurait pu, voilà, on pourrait poursuivre. Certains demandent, oui, bien sûr, il y aura un replay. Hein. Il y aura un replay sur notre chaîne Vimeo. On rediffusera d'ailleurs le lien dans notre newsletter et sur notre site. Voilà. Donc un grand merci à tous et puis à très bientôt.